Alors, je vais faire une déclaration, Monsieur Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Mais je vais faire une déclaration préalable et puis nous pourrons... et le co-rapporteur en fera une ensuite. Et puis après, nous pourrons échanger si vous le souhaitez. Je voulais vous indiquer donc que depuis plusieurs jours, nous menons des travaux importants, en toute transparence, que les personnes que nous auditionnons ce matin avaient formulé une demande de huis clos. Je vous indique qu'en tant que co-rapporteur, je ne suis pas favorable à cette demande de huis clos, souhaitant que toute la lumière soit faite sur les faits dont nous sommes saisis. Et donc, je souhaiterais m'en tenir à la ligne de transparence que nous avions adoptée. Je demanderai donc à mon co-rapporteur ce qu'il en pense. Et en cas de désaccord entre nous, la commission des lois devra trancher cet éventuel désaccord. Concernant les interrogations très légitimes qui se font jour sur la suite de nos travaux, je vous indique que nous allons arriver ce matin au terme des auditions qui faisaient consensus entre tous les groupes membres de la commission des lois et entre le rapporteur et moi-même. Et je vous propose, compte tenu du fait que nous avions réservé un créneau ce soir à 16h30 pour effectuer d'éventuelles nouvelles auditions, de nous réunir en formation de commission des lois exclusivement, donc pour les commissaires aux lois, pour définir ensemble la suite que nous allons donner à nos travaux. Je vous précise à la demande notamment de Philippe Gosselin, mais qui n'est pas là ce matin, que réunirait un bureau de la commission des lois juste avant, donc à 16h. Donc notez bien, 16h, bureau de la commission des lois, donc pour les membres de ce bureau et les membres associés bien sûr, et à 16h30, réunion de la commission des lois pour pouvoir statuer sur la suite que nous donnerons à nos travaux. Je vais donner la parole donc à mon co-rapporteur, M. Guillaume Larrivé. Merci Madame la Présidente. Pour le premier point, s'agissant de la demande de huis clos qui a été formulée et par le général Biofarina, commandant militaire de l'Élysée, et par le colonel Lavergne, je vous ai dit hier déjà que j'étais défavorable au huis clos. Je constate que vous ralliez à la position que j'ai suggérée, et donc l'audition, en effet, pourra avoir un caractère public. S'agissant du deuxième point, je veux redire avec gravité que je regrette que la liste des auditions que j'ai suggérées dès samedi dernier fasse l'objet, je le dis, de la part de la majorité jusqu'alors d'entraves au bon fonctionnement de notre commission d'enquête. Je regrette également que les demandes qui ont été faites par les différents groupes, le groupe de la Nouvelle Gauche, le groupe de la France Insoumise, le groupe UDI, les non-inscrits également, je regrette que ces demandes n'aient toujours pas été examinées par notre commission. Il est plus que temps, en effet, que la transparence soit faite et que ces auditions puissent être conduites. Je regrette que le programme de nos auditions, en réalité, n'ait toujours pas été fixé pour cet après-midi. Je regrette que des créneaux n'aient pas été aménagés pour les jours qui suivent. Et je le dis, je suis très préoccupé par les conditions dans lesquelles nos travaux pourront se poursuivre. Monsieur Dupont-Aignan, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, et brancher votre micro si vous souhaitez prendre la parole, comme il est d'usage. Je vous remercie. Madame la Présidente, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'il y a deux catégories de députés? Les députés En Marche qui ont l'honneur de recevoir le Président de la République pour avoir des explications sur ses responsabilités, et l'ensemble des députés qui sont baladés par une commission qui n'auditionne pas tous ceux qu'elle voudrait voir venir devant. Donc est-ce qu'il y a deux façons de concevoir les choses? J'ai toujours dit que j'étais hostile au fait que le Président de la République soit auditionné par la Commission parce que cela remettrait en cause la séparation des pouvoirs, mais je vois que le Président de la République s'abaisse, n'est plus le Président de la Nation, mais va voir ses députés, entre guillemets, ce qui est totalement contraire aux institutions. Je trouve que la situation est très grave et que le Président de la République, dans cette affaire, n'est pas digne de sa fonction. Moi, je ne participerai plus à cette mascarade. Alors, Monsieur Dupont-Aignan,
Voilà, au revoir. Je crois que nous sommes réunis pour auditionner des protagonistes de cette affaire et non pas pour se servir de cette commission comme une tribune politique. Mais nous voyons bien que certains avaient cet objectif-là. Alors, est-ce que, Monsieur Ciotti, est-ce que c'est une intervention qui a lieu qui tient lieu pour l'organisation de nos travaux? Oui. Parce que vraiment, je souhaiterais pouvoir commencer nos travaux, justement. Je vous remercie de me donner la parole, Madame la Présidente. Brièvement, cela concerne en effet l'organisation du fonctionnement et des travaux de notre commission. Je crois qu'à ce stade, on peut dresser un véritable constat et le déplorer de blocage. Je ne comprends pas, je le dis, et au nom de mes collègues républicains, l'attitude qui est la vôtre de refuser au fonctionnement de notre commission un fonctionnement transparent qui nous garantisse d'aller au bout de la mission qui nous a été confiée, qui nous a été déléguée en faisant de cette commission des lois une commission d'enquête. Il est légitime aujourd'hui que nous entendions les personnes que votre co-rapporteur vous a proposées, notamment le secrétaire général de l'Élysée. Et il est d'autant plus important que nous entendions le secrétaire général de l'Élysée et toute la chaîne administrative hiérarchique de l'Élysée que le président de la République hier soir, par ses déclarations, a totalement contredit la version du directeur de cabinet que nous avons entendue hier. Donc, soit le directeur de cabinet a menti hier quand il a dit qu'il n'avait jamais évoqué la sanction avec le président de la République. Le président de la République dit que c'est lui qui a pris la sanction, qu'il a confirmé. Donc il y a un intermédiaire, il y a une possibilité, c'est que c'est M. Kohler qui a lui-même évoqué cette sanction. Donc nous devons, sur le fond et sur la forme, nous devons la transparence, vous devez la transparence et nous devons entendre tous ceux qui ont eu prise dans cette affaire. Et sur la forme, il y a un élément factuel qui est arrivé hier soir qui nous conduit à demander avec encore plus de force l'audition de M. Kohler. Je le dis très clairement, les députés républicains ne se satisferont pas de la façon dont est gérée aujourd'hui cette commission qui semble conduire à un enterrement de première classe de cette affaire et le fait qu'on gagne du temps à la fin du mois de juillet pour ne pas entendre les personnes que l'on doit entendre. Monsieur Nous ne l'accepterons pas, je le dis très clairement. J'entends que vous ne l'acceptez pas. Je vous indique que, contrairement à tout ce que je viens d'entendre, la commission des lois a été extrêmement rapide pour mettre en place cette commission d'enquête. Comme vous le savez, jeudi dernier, nous avons réuni le bureau de cette commission. Vendredi, nous avons réuni la commission des lois. Nous avons commencé nos auditions dès le lundi matin, c'est-à-dire avant-hier. Nous avons réalisé lundi 3 auditions. Nous en avons réalisé hier jusqu'à plus de 11 heures du soir. Nous sommes à nouveau réunis ce matin pour auditionner les personnels de l'Élysée. Et je vous ai indiqué que nous réunissions pour organiser la poursuite de nos travaux, la commission des lois, à 16h30. Donc, à moins que nous soyons d'ores et déjà à 16h30. Aujourd'hui, à 9h30, vous étiez convoqués pour 2 auditions. Le bureau de la commission des lois se réunira à 16h et la commission des lois à 16h30. Donc, je pense que ces différents éléments de calendrier répondent à vos attentes et nous pourrons débattre entre nous de l'opportunité de réaliser telle ou telle audition. Maintenant, je souhaiterais vraiment commencer cette audition parce que nous ne sommes pas réunis ni en bureau ni en commission des lois pour débattre. Je souhaiterais, Madame la Présidente, avoir la parole comme co-rapporteur. Si vous ne souhaitez pas auditionner les personnes que nous avons dans la salle aujourd'hui, il faut me le dire. Madame la Présidente, j'ai un point de méthode. D'une part, comme je vous l'ai indiqué, je ne comprends pas que les personnes que nous auditionnons soient présentes dans la salle de la commission des lois, alors même que vous-même ne les avez pas introduites. En effet, il ne me paraît pas tout à fait de bonne méthode que les personnes que nous auditionnons, avant leur audition, soient en réalité témoins de nos débats internes. Il me semblerait de meilleure méthode que la commission des lois puisse travailler de manière sereine en tant que commission des lois. S'agissant de la liste des auditions, je ne peux pas, Madame la Présidente et co-rapporteur, vous laisser dire qu'il y a un consensus. Je rappelle, et je l'ai d'ailleurs dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale devant le président de Rugy samedi matin, je vous rappelle, exerçant mes fonctions de co-rapporteur, vous avoir saisi officiellement et par écrit d'une liste extrêmement
précises de personnes que je souhaite voir convoquées par notre commission d'enquête, qui concerne l'Élysée, qui concerne le ministère de l'Intérieur et qui concerne aussi le parti En Marche. Je vous rappelle que les différents groupes, le groupe de la Nouvelle Gauche, le groupe de la France Insoumise, le groupe GDR, les non-inscrits, le groupe UDI Agir Indépendant, vous ont également saisi de demandes extrêmement précises. Et je constate que ce matin, à 10 h, nous n'avons pas une seule audition prévue après 12 heures aujourd'hui. Je considère qu'il y a là un dysfonctionnement manifeste du fonctionnement de notre commission d'enquête et en tant que co-rapporteur, je répète que je n'accepterai pas que cette commission fasse l'objet d'entraves et d'obstructions de la part d'une majorité aux ordres de l'Élysée. Oui, je trouve que c'est vraiment ahurissant vos propos, mon cher co-rapporteur. Mais bon, nous allons pouvoir commencer nos travaux. Mes chers collègues, nous sommes réunis pour faire la lumière ce jour sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Je vous rappelle que pour ce faire, la Commission est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, conformément à l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler le cadre général de notre travail. Après avoir prêté serment, le général et commandant militaire de la présidence de la République tiendra un propos liminaire, puis moi-même et le co-rapporteur lui poserons quelques questions. Le général y répondra et je laisserai ensuite les représentants des groupes, dans l'ordre d'importance, poser une première série de questions. Concernant le travail qui nous réunit aujourd'hui, je vous précise que les questions que vous poserez vont être limitées sur le fond par le principe de séparation des pouvoirs, en vertu duquel il est interdit aux travaux d'une commission d'enquête de porter sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps que celles-ci sont en cours. La garde des Sceaux nous a fait savoir le 23 juillet qu'une information judiciaire était ouverte. Je vous rappelle également que cette audition est donc ouverte à la presse, qu'elle est diffusée en direct sur la chaîne parlementaire et qu'elle fait l'objet d'une retransmission sur le site internet de l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête, je vais vous demander, général, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie. Vous avez indiqué que vous souhaitiez faire une déclaration liminaire. Je vous donne la parole. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le co-rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je salue respectueusement ici la représentation nationale. C'est un honneur que de participer à la manifestation de la vérité. Je n'ai pas à proprement parler de propos liminaires. Je dirais juste en préambule que le 1er mai 2018, le commandement militaire, de par ses fonctions, était assez loin des événements de la contre-escarpe. Bien sûr, nous connaissions Alexandre Benalla. De par ses fonctions auprès du chef de cabinet, il était amené à travailler avec nous régulièrement. Bien sûr, M. Vincent Crase fut un temps réserviste de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, employé à la présidence de la République. Mais ce jour-là, il n'était pas convoqué par la présidence de la République. Il a agi de son propre chef en tant que citoyen. J'espère pouvoir répondre avec la plus grande clarté et avec le plus de détails possible aux questions que vous poserez. Bien entendu, et à l'instar du directeur de cabinet, je dois vous rappeler que je suis soumis à la norme constitutionnelle, à la séparation des pouvoirs. Je ne peux pas m'exprimer sur l'organisation interne de la présidence. Que par ailleurs, Madame la Présidente l'a rappelé, il y a une enquête judiciaire. Je ne pourrai pas non plus m'exprimer sur des faits qui sont relatifs à une instruction en cours, et plus particulièrement mon positionnement au cœur du dispositif de sécurité de la présidence de la République m'incite à la plus grande vigilance en ce qui concerne la protection du secret de la défense nationale. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez donc me préciser, vous savez que M. Crase est réserviste, ponctuellement mobilisé par votre commandement militaire. Est-ce que vous pouvez me préciser à quelles occasions, dans quelles conditions le commandement militaire a mobilisé M. Crase? Bien sûr. Un petit élément de contexte. Le 23 octobre 2017, M. Vincent Crase contracte donc un engagement pour servir dans la réserve opérationnelle au sein de la garde républicaine. Et au travers de cet engagement, il est employé par moi-même dans le cadre du vivier de réservistes que j'ai constitué au sein de la présidence de la République, afin que la réserve, qui incarne l'engagement citoyen au service
de la nation puisse s'incarner également au plus haut niveau de l'État. C'était un concept à la fois symbolique et opérationnel qui est toujours très prégnant. M. Vincent Crase a servi au sein de la réserve de l'Élysée, si on peut l'appeler comme ça, entre le 10 novembre 2017 et le 27 avril 2018, date de sa dernière convocation. Et sur cette période de 6 mois, M. Crase a été convoqué 40 fois. Que faisait-il? Dans un premier temps, on va dire dans les 10 premières convocations, M. Vincent Crase s'est acculturé au mode de sécurité de la présidence de la République. Je l'avais particulièrement inséré au sein du service de contrôle des entrées et sa mission se situait dans ce périmètre de sécurité-ci. Dans les 10 premières convocations, il a donc fait le tour des postes, il a compris comment fonctionnait le contrôle des entrées afin de pouvoir exécuter des missions dans ce service. Par ailleurs, comme c'était le plus gradé, c'était un chef d'escadron, le plus gradé dans ma réserve, je l'avais missionné pour gérer de manière administrative le corps des réservistes que nous recrutions. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 14 réservistes au sein de l'Élysée. Ensuite, il a participé en tant que réserviste à quelques événements opérationnels du palais, essentiellement dans le cadre du service de contrôle des entrées. Est-il habituel que des agents du commandement militaire participent à des opérations de maintien de l'ordre? Alors, très clairement, non. Le commandement militaire a un périmètre d'action qui est strictement circonscrit aux enceintes de la présidence de la République. Nous ne sortons pas de nos murs. La protection que nous effectuons concerne essentiellement l'intérieur des enceintes et des annexes de la présidence. En tout état de cause, aucun réserviste ni militaire du commandement militaire n'a affaire de manière opérationnelle sur la voie publique à l'extérieur de nos murs. D'accord. Donc, est-ce que vous étiez au courant, concernant les événements du 1er mai, qu'il serait aux côtés de M. Benalla avec le statut d'observateur sur les opérations de maintien de l'ordre? Non, absolument pas. Absolument pas. J'apprends ce fait le 2 ou le 3 mai. Je prendrai immédiatement des dispositions pratiques concernant. Le 3 mai, je l'informe qu'au regard de sa participation, qui me semblait totalement indue à la manifestation du 1er mai, il ne fait plus partie de la réserve de la présidence de la République. Et je le remets par message, le 4 mai, à disposition de la garde républicaine. Et le 3 mai, vous vous entretenez avec lui pour ce faire, ou il s'agit d'une note? Le 3 mai, je l'appelle au téléphone et je lui signifie oralement que dès le lendemain, le 4 mai, il ne servira plus au sein de la présidence de la République dans la réserve opérationnelle de la présidence. Ça ne joue pas sur son appartenance à la réserve en elle-même, c'est juste ça n'est pas de votre compétence ou Absolument, ça ne joue pas de son caractère d'appartenance à la réserve opérationnelle. Pour radier un militaire de la réserve opérationnelle, il faut qu'une commission de radiation soit saisie et c'est une prérogative du ministre de l'Intérieur. Très bien, je vous remercie. J'en ai fini pour cette première série de questions. Monsieur le co-rapporteur, avez-vous des questions? Merci, Madame la Présidente. Connaissez-vous, en général, la société Biblos? Pardon, Monsieur le rapporteur, la société Biblos. Non, rapporteur. Connaissez-vous, en général, la société Mars? Non, Monsieur le co-rapporteur. Qui vous a présenté Monsieur Crase? Monsieur Crase s'est présenté tout seul.
et c'était certainement à suggestion d'Alexandre Benalla, puisque tous les deux se connaissaient de longue date. Quel type de vérification le commandement militaire de l'Élysée, que vous dirigez, a fait ou n'a pas fait sur les aptitudes de M. Kras, lui permettant d'être ainsi mobilisé au cœur de l'État? Pardon. Tout d'abord, M. Kras est réserviste de la réserve opérationnelle depuis assez longtemps, puisque je crois que dès 1996, il contracte son premier engagement au sein du groupement de gendarmerie départementale de l'Eure. Pour intégrer la réserve de l'Élysée, il a donc, en 2017, rompu son premier contrat ESR qu'il avait au sein du groupement de gendarmerie de l'Eure pour contracter un autre contrat ESR auprès de la garde républicaine. C'est à ces deux niveaux, groupement de gendarmerie de l'Eure, puis garde républicaine, que les opérations de vérification administrative sont réalisées. Par la suite, quand il a manifesté sa volonté de servir au sein de la présidence de la République, il y a bien sûr eu plusieurs entretiens, d'abord avec mes adjoints, ensuite avec moi-même, et il a fait l'objet d'un criblage qui n'a rien relevé. Donc, sa moralité ayant été d'une part démontrée par son service antérieur, et comme d'autre part, rien ne laissait penser qu'il pouvait présenter un problème pour servir au sein de l'Élysée, j'ai accepté de le prendre dans la réserve opérationnelle de l'Élysée. En général, dans son intervention officielle du 19 juillet dernier, le porte-parole du président de la République, Emmanuel Macron, M. Bruno Roger-Petit, a déclaré que M. Benalla avait demandé l'autorisation d'observer les opérations du 1er mai et a déclaré que cette autorisation lui avait été donnée. M. Bruno Roger-Petit ajoute que, je cite, « M. Alexandre Benalla était accompagné ce jour-là et dans les mêmes conditions de M. Vincent Kras. » Et dans les mêmes conditions. Je vous demande donc si M. Kras a été, comme l'a été M. Benalla, et dans les mêmes conditions que M. Benalla, autorisé, selon les termes de M. Bruno Roger-Petit, à assister aux opérations du 1er mai. Absolument pas. La dernière convocation de M. Kras pour une mission de service de la réserve opérationnelle au sein de la présidence de la République date du 27 avril 2018. Je n'ai à aucun moment eu connaissance de la participation de M. Kras ou de la volonté de M. Kras à participer aux événements du 1er mai. Quand avez-vous été informé et par quels moyens de la participation de M. Kras aux opérations du 1er mai? Le 2 mai, Alexandre Benalla vient me voir en m'expliquant qu'au cours de la manifestation du 1er mai, il a participé à une interpellation en raison du fait que des manifestants jetaient sur les forces de l'ordre et sur lui-même des objets. Il m'a montré sur son téléphone portable, dans une petite fenêtre, une bribe de son intervention. Je n'ai pas reconnu Vincent Kras et j'ai à peine reconnu et discerné Alexandre Benalla. C'est par la suite, je ne sais si c'est exactement le 2 au soir ou le 3 au matin, qu'il me dit que Vincent Kras était avec lui. Par ailleurs, je n'ai jamais retrouvé cette vidéo, en tout cas pas sur... alors je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je n'y ai pas accès, mais en tout cas sur Internet, je n'ai jamais retrouvé cette vidéo et je la vois dans son intégralité quand elle devient publique. Voilà. Vous indiquez, mon général, que lorsque M. Benalla vous a présenté une vidéo, vous n'avez pas pu
accéder aux réseaux sociaux qui ont un caractère public? Disons, quand on a cherché cette vidéo sur les réseaux sociaux et sur Internet, moi, je ne l'ai pas trouvée. J'observe que des autorités préfectorales que nous avons entendues ont eu manifestement moins de difficultés que le général commandant le commandement militaire de l'Élysée a trouvé assez facilement, en quelques clics sur Internet, cette vidéo. J'en viens, mon général, aux relations qui sont les vôtres avec M. Benalla. Le connaissez-vous personnellement? Je connais Alexandre Benalla dans le cadre de nos relations professionnelles. M. Alexandre Benalla est arrivé donc à la présidence de la République en mai 2017. Il a été affecté auprès du chef de cabinet avec le rang d'adjoint au chef de cabinet. Patrice Roda vous a expliqué hier qu'il avait donc un peu un rôle dans l'organisation des événements et que ce rôle le mettait à la charnière également de problématiques de sécurité entre le GESPER et le commandement militaire, une sorte de facilitateur de la sécurité. Voilà. Donc j'avais effectivement des relations quotidiennes, nous avions des relations quotidiennes avec Alexandre Benalla dans le cadre de la manifestation, la préparation et la gestion d'événements. Et c'est normal parce que beaucoup d'événements ont un début à l'extérieur de la présidence de la République et viennent se terminer à la présidence de la République, à l'instar par exemple de l'accueil de l'équipe de France. Cet événement, en tant que gestion opérationnelle, commence sur le tarmac de Roissy et se termine au sein de la présidence. Donc, il y avait des relations entre Alexandre Benalla et nous-mêmes pour gérer le timing, la chronologie de certains événements. C'est dans ce cadre-là que j'ai connu Alexandre Benalla. Monsieur Benalla, à votre connaissance, a-t-il participé à la préfecture de police à des réunions relatives à l'organisation des déplacements du président de la République? Oui, oui. À l'époque, il était totalement concerné par l'organisation des déplacements concernant le président de la République, oui. Vous dites à l'époque, jusqu'à quand M. Benalla a-t-il participé à ces réunions? Alors, pour sûr, jusqu'à qu'il soit démis de ses fonctions, et pour le moins, tant qu'il était adjoint au chef de cabinet. Quand a-t-il été démis de ses fonctions relatives à l'organisation des déplacements du président de la République? Dès lors que le directeur de cabinet l'a suspendu. Excusez-moi, j'étais un peu loin de cette décision. Ça devait être le 2 ou le 3. C'est vraiment très très proche c'est immédiatement après que le directeur de cabinet découvre les faits. Je rappelle que dans ces déclarations écrites qui nous ont été adressées hier, M. Alain Gibelin, directeur de la DOPC, nous a indiqué que M. Benalla avait participé entre le 18 mai et le 18 juillet à la préfecture de police à des réunions relatives à l'organisation des déplacements du président de la République. J'en viens à une nouvelle question, mon général. M. Benalla, semble-t-il, avait un grade de lieutenant-colonel. Pouvez-vous préciser ces éléments s'agissant de ce grade, des responsabilités qu'il implique, de l'autorité qui l'a sollicité, de l'autorité qui l'a accordée? Alors, là, on va être obligé de rentrer un petit peu dans le fonctionnement de la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Excusez-moi si la digression est un peu longue, je vais essayer d'être le plus court possible. Chronologiquement, M. Benalla, à l'origine, si ma mémoire est bonne, est un réserviste de la réserve opérationnelle du groupement de gendarmerie départementale de l'Eure. Pardon? Monsieur Benalla. Ouais. Il démissionne de cette réserve pour signer un contrat
toujours dans la réserve opérationnelle de premier niveau, mais au sein d'une ressource spécialisée, dite ressource experte, qui est mobilisée par le directeur de la gendarmerie dès lors qu'un groupe de travail ou une réflexion particulière doit se tenir sur un sujet particulier. En l'occurrence, il s'agissait d'une mission de réflexion sur la protection des brigades territoriales. Cette mission de réflexion se tenait juste après les événements de Magnanville, où, vous vous en souvenez, des brigades avaient été incendiées et des véhicules détruits. Pour intégrer cette ressource spécialisée, le directeur général avait accordé à M. Benalla le grade de lieutenant-colonel. Je précise que ce grade ne valait que pour les débats au sein des groupes de travail. Ce grade, qui était d'ailleurs un grade d'octa. Octa, ça veut dire officier du corps technique administratif. Ce grade d'octa ne lui permettait pas d'avoir des fonctions opérationnelles sur le terrain. Ce grade ne lui permettait pas de concourir à l'avancement. Il lui permettait uniquement de siéger au sein des groupes de travail. Pourquoi le grade de lieutenant-colonel? Je présume que c'était dans l'agora des gens du groupe de travail qui étaient d'assez haut niveau pour lui donner un positionnement satisfaisant pour qu'il puisse participer au nom de son expertise de sécurité. C'est sur ce sujet l'ensemble des données que je peux vous transmettre. Quel était, mon général, le grade de M. Benalla lorsqu'il était, selon vous, membre de la réserve opérationnelle du groupement de l'Eure? Je l'ignore exactement, mais il devait s'agir d'un grade de sous-officier. Mon général, vous ignorez, vous êtes général de brigade de la gendarmerie nationale, vous ignorez le grade de M. Benalla, adjoint au chef de cabinet du président de la République, lorsqu'il était au sein de la réserve opérationnelle de l'Eure. Vous ignorez son grade. Vous avez une connaissance elliptique du parcours de M. Benalla au sein de la gendarmerie nationale? Oui, je sais qu'il était sous-officier. J'ignore quel est son parcours de réserviste opérationnel au sein du groupement de l'Eure. C'est comme ça. Est-il habituel qu'un sous-officier, à supposer que tel soit son grade, puisque vous l'ignorez, est-il habituel qu'un sous-officier soit promu lieutenant-colonel? Monsieur le co-rapporteur, dans le cadre de cette ressource spécialisée, ressource expert, qui constitue un vivier de personnes qui sont mobilisées uniquement dans le cadre de réflexion dans des groupes de travail, oui, le directeur général de la gendarmerie peut attribuer à titre temporaire ce niveau de grade. Et ça se fait d'ailleurs dans les autres armées, ce n'est pas spécifique à la gendarmerie nationale. Merci. Monsieur Benalla, en sa qualité de lieutenant-colonel de cette réserve opérationnelle spéciale de la gendarmerie nationale, a-t-il effectué une mission et a-t-il participé à un groupe de travail? Je n'ai pas cet élément-là. Je n'avais aucun regard sur le travail d'Alexandre Benalla dans ces groupes de travail, justement. Non, je ne sais pas. Merci. J'en reviens à Monsieur Kras. Avez-vous vous-même saisi l'autorité judiciaire des faits s'agissant de la participation de M. Kras aux événements du 1er mai, c'est-à-dire d'une part les violences dont il semble qu'il ait été responsable, et d'autre part la circonstance qu'il semble s'être substitué aux forces officielles du maintien de l'ordre. Cette double circonstance, violence d'une part et d'autre part participation dans un cadre hors de l'ordinaire, cette double circonstance vous a-t-elle conduit à estimer devoir saisir l'autorité judiciaire au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale?
Très clairement non, monsieur le co-rapporteur, parce que dans le temps de la flagrance, comme je vous l'ai dit, j'ai très mal apprécié visuellement le rôle de Vincent Crase, et à aucun moment il ne m'est apparu dans les bribes d'action que j'ai vues sur le portable d'Alexandre Benalla que Vincent Crase devait relever de l'article 40. Vous évoquez là le visionnage que vous avez effectué sur le téléphone portable de M. Benalla le 2 mai. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet. Entre le 2 mai et le moment où l'autorité judiciaire s'est elle-même saisie, c'est-à-dire le 18 ou 19 juillet, vous n'avez pas été conduit comme commandant militaire de l'Élysée, mobilisant ponctuellement M. Crase. Vous n'avez pas été conduit à visionner une vidéo, à analyser les faits et à vous interroger sur l'opportunité qu'il y aurait à saisir l'autorité judiciaire au titre de l'article 40. Non, monsieur le co-rapporteur. D'une part, concernant Vincent Crase, et au vu de ce que je savais et de ce que j'ai vu, la décision que j'ai prise de l'exclure quasi immédiatement de la réserve Élysée me semblait être nette et proportionnée à ce que je savais. Par la suite, il appartenait, et il appartient toujours, à la direction générale de la gendarmerie à statuer sur l'avenir de M. Crase dans la réserve. Je pense que nous allons nous diriger, bien sûr, vers une radiation, mais comme je vous l'ai dit, c'est une prérogative du ministre de l'Intérieur. Et en mon âme et conscience, j'ai fait ce qui me semblait être devoir fait à mon niveau. Avez-vous effectué au secrétaire général de la présidence de la République, M. Alexis Collère, un compte-rendu relatif à M. Crase? Ma chaîne hiérarchique au sein de la présidence de la République est très claire. Je dépends du directeur de cabinet. Dès que j'apprends que M. Vincent Crase a participé aux côtés de M. Benalla aux événements sur la Contrescarpe, je lui rends compte. Je n'ai pas, sauf en l'absence du directeur de cabinet, à rendre compte directement au secrétaire général. En général, le porte-parole du président de la République, le 19 juillet, a déclaré que M. Crase était, d'une part, gendarme réserviste mobilisé, on l'a compris, par le commandement militaire de la présidence de la République, et d'autre part, employé de la République En Marche. D'autres employés de la République En Marche sont-ils mobilisés sous votre autorité par le commandement militaire de l'Élysée? De mémoire, il doit y en avoir un sur les 14 que nous employons aujourd'hui. Pas plus. Vous employez donc toujours un salarié du parti La République En Marche au sein du commandement militaire de l'Élysée? Oui, monsieur le co-rapporteur. Je n'ai à ce stade pas d'autres questions. Je vous remercie. Donc, je vais, comme à l'accoutumée, passer la parole à chacun des groupes présents dans cette salle. Je vous précise, pour que les choses soient bien claires, que j'ai une demande de non-inscrite et que je vais privilégier, j'ai deux demandes de non-inscrits et que je privilégie naturellement les commissaires aux lois. Donc, Madame Laureau, vous aurez la parole pour les non-inscrits pendant les deux auditions de la matinée. Comme ça, chaque non-inscrit aura eu à chaque audition la possibilité de poser une question de façon la plus équitable possible. Donc, la parole est à La République En Marche, Madame Naïma Mouchi. Merci, Madame la Présidente. En général, depuis nos auditions de lundi, nous cherchons notamment à déterminer qui était informé de l'intention de M. Alexandre Benalla de participer à la manifestation du 1er mai. À ce jour, nous n'avons pas de réponse, et nous n'avons pas de réponse notamment au niveau de la préfecture de police et de ses services, qui sont pourtant en première ligne dans l'organisation de la manifestation du 1er mai. Le préfet de police et le directeur de l'ordre public et de la circulation nous ont notamment dit ne pas avoir été informés de la présence de M. Alexandre Benalla en amont de la manifestation et l'avoir découvert le soir même du 1er mai dans la salle de commandement. Alors, mon général, compte tenu de vos fonctions de haut niveau, avez-vous à votre connaissance
ou savez-vous si quelqu'un à la préfecture de police, et en particulier le préfet de police et ou le directeur de l'ordre public et de la circulation, était informé de l'intention d'Alexandre Benalla de participer à la manifestation du 1er mai? C'est ma première question. Madame la députée, le 25 avril 2018, c'est écrit reporté sur mon agenda, s'est tenu un déjeuner de travail entre M. Alain Gibelin, moi-même et Alexandre Benalla. L'objet de ce déjeuner de travail était de reconsidérer les conditions d'emploi et de travail des fonctionnaires de police de la compagnie de garde de l'Élysée, qui dépendent de la division de protection de l'institution, qui elle-même dépend de la DOPC, car ces fonctionnaires de police sont chargés du premier périmètre de défense de la présidence de la République. Ils dépendent donc de la DOPC, travaillent néanmoins très directement pour la présidence de la République, et nous menions une réflexion, Alain Gibelin et moi-même, de longue date, pour améliorer les conditions d'intégration de ces policiers au sein de la présidence de la République, pour leur donner une meilleure conscience de leur travail et du niveau de leur emploi. Alexandre Benalla, au titre de ses fonctions d'adjoint au chef de cabinet, et comme il était lui-même souvent amené dans les déplacements du président de la République à traiter avec la compagnie de garde de l'Élysée qui ouvre et ferme les accès du Faubourg Saint-Honoré, participait à ce déjeuner. Au cours de ce déjeuner, et là je ne vais vous dire que ce dont je suis certain, car ce déjeuner s'est tenu il y a 3 mois, et ma mémoire n'a pas nécessairement imprimé le verbatim de ce qui s'est dit. Au cours de ce déjeuner, il y a eu un aparté entre Alain Gibelin et Alexandre Benalla qui avait trait à la manifestation qui devait venir. Nous sommes le 25 avril, celle qui doit venir, c'est celle du 1er mai. Au cours de cette discussion, Alain Gibelin et Alexandre Benalla ont échangé sur les équipements qui seraient fournis à Alexandre Benalla pour qu'il puisse participer à la dite manifestation. Et c'est tout. Et c'est tout ce dont je me souviens. Merci, mon général. Je comprends donc qu'au cours de ce déjeuner qui s'est tenu quelques jours avant la manifestation du 1er mai, et selon donc votre mémoire, M. Gibelin et M. Benalla ont échangé sur les équipements que M. Benalla porterait à l'occasion de la manifestation du 1er mai, ce dont je conclus que M. Gibelin était au courant, informé directement du fait que M. Benalla participerait à la manifestation du 1er mai. Est-ce exact, je rappelle, mon général, que vous parlez sous serment? Madame, c'est ce dont je me souviens. Je vous remercie, mon général. Il semblerait donc qu'il y ait une contradiction entre les propos. Il semblerait donc qu'il y ait une contradiction très nette entre ce que M. Gibelin nous a déclaré il y a 24 heures ou un peu plus, puisqu'il nous avait indiqué ne jamais avoir été informé de la participation de M. Benalla à la manifestation, l'avoir découverte le soir même en salle de commandement. Et nous devrons donc éclairer ce point. Je propose à Madame la Présidente de réentendre M. Gibelin. J'ai une dernière question, mon général. La présence de M. Alexandre Benalla le 1er mai, sous l'apparence d'un policier et doté d'équipements de police, fait dire à certains qu'il existerait une sorte de police parallèle au sein même de l'Élysée. Je vous pose donc une question très simple. Cette police parallèle existe-t-elle? Non, Madame la députée, il n'y a pas de police parallèle au sein de la présidence de la République. Il n'y a que le commandement militaire de la présidence de la République et le groupe de sécurité du président de la République. Général. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, donc pour 3 questions, Monsieur Philippe Gosselin.
Oui, merci Madame la Présidente. Nous poserons en trio ces questions. Je ferai la première. Mon général, vous avez indiqué les sanctions qui ont concerné Monsieur Crass, qui avait été remis à la disposition de la garde républicaine. On nous a dit à quelques reprises, mais parfois contradictoirement, que Monsieur Benalla avait été absent de l'Élysée à partir du 4 mai et jusqu'au 22 mai. Est-ce que vous-même, vous pouvez attester qu'effectivement, il était bien absent? Premier point. Et toujours dans cette même question, est-ce que vous pouvez attester que, tout en étant absent, il n'était pas affecté de près ou de loin, de fait, à des travaux ou des séquences liées à la sécurité, parce qu'on peut être absent de l'Élysée physiquement, mais continuer évidemment à travailler pour l'Élysée. Je vous confirme, monsieur le député, que jamais au cours de sa sanction, et comme je suis responsable du contrôle des entrées, je peux vous l'affirmer, Monsieur Alexandre Benalla n'est revenu au palais de l'Élysée. Je rajouterai qu'à titre personnel, je n'arrivais même plus à le joindre sur son téléphone. À votre connaissance, attester, je dis bien à votre connaissance, attester qu'il n'a pas travaillé et en aucune façon pour l'Élysée de près ou de loin pendant cette période. À votre connaissance. Mais vous l'affirmez, ça m'est difficile. Alexandre Benalla ne travaillait pas sous mes ordres. Je peux vous affirmer qu'il n'a jamais remis les pieds à l'Élysée. Et là, s'arrêtent mes certitudes à son sujet, sur cette période. Alors, pour une deuxième question pour le groupe Les Républicains, monsieur Aurélien Pradier. Merci, Madame la Présidente. Mon général, je voudrais revenir sur le port d'armes de monsieur Benalla et manifestement de monsieur Crass. Est-ce que, sur ce sujet, vous pouvez nous éclairer dans les relations de travail directes que vous avez eues avec ces deux individus? Pouvez-vous nous préciser si vous avez bien constaté qu'ils portaient une arme, qu'ils le faisaient au sein du palais ou dans les missions qui leur étaient affectées? Avez-vous été interrogatif sur le fait qu'ils portent une arme? Savez-vous aujourd'hui si cette arme a été fournie par l'Élysée ou par votre commandement ou pas? Et je le redis, avez-vous émis des interrogations sur le fait que l'un et l'autre de ces individus aient pu porter les armes? L'avez-vous constaté physiquement à différentes occasions et pouvez-vous nous préciser ces occasions? Donc, si on procède dans l'ordre, pour M. Benalla d'abord. Oui, bien sûr, je l'ai vu porter une arme dans le cadre de ses missions, de certaines de ses missions. Je savais qu'il avait un port d'armes, donc il portait son arme selon ce que j'en connaissais et j'avais à en connaître, de manière réglementaire. Concernant M. Vincent Crass, dans le cadre de ses convocations, et donc dans le cadre de ces missions de réservistes qu'il a pu mener au sein de la présidence, était doté effectivement d'une arme de service qu'il percevait en début de ses missions et réintégrait à la fin de ses missions. Je n'insiste pas sur le caractère extrêmement verrouillé de nos modes de perception et de réintégration des armes au commandement militaire et au GSPR, d'ailleurs aussi, je veux le dire en passant. Donc, voilà pour ce que je savais de la dotation en armement de M. Vincent Crass. Il avait une arme qui lui était prêtée par le commandement militaire dans le cadre de ses missions au sein du commandement militaire, mission qui était toujours précédée d'une convocation. Voilà. Ah, je l'ignore, monsieur le député. En tout cas, ce n'est pas une arme du commandement militaire. Alors, pour le groupe Les Républicains, la dernière intervention, monsieur Raphaël Schellenberger. Oui, merci, Madame la Présidente. En général, vous nous avez donc appris ce matin qu'une réserve opérationnelle de gendarmerie est composée de 14 réservistes auprès de vous. Sur ces 14 réservistes, l'un d'entre eux, M. Crass, jusqu'au 4 mai, vous a été suggéré par M. Benalla.
Un second est salarié de La République En Marche. Y a-t-il d'autres réservistes de ce groupe qui vous ont été suggérés soit par M. Benalla, soit par l'un des conseillers et ou chargés de mission de l'Élysée? Non, monsieur le député, j'ai la liste donc des 14 réservistes de la réserve opérationnelle qui servent au sein de la présidence de la République. Mis à part monsieur Vincent Kras, il y a un autre réserviste qui est ou a été salarié du parti REM, voilà, puisque actuellement je vois qu'il est technicien d'études NJ, donc il ne doit plus être au parti REM à l'heure actuelle. Mais au départ, quand je l'ai rencontré, il en venait. Alors, était-ce pendant la campagne? Ah non, non. C'est la garde républicaine qui me présente des profils de gens qui ont donc demandé à souscrire un engagement dans la réserve auprès de la garde. J'ai des profils qui me sont proposés par la garde républicaine. Et c'est moi qui choisis, in fine, ceux qui intégreront la réserve Élysée, à l'issue de nombreux entretiens. Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, Madame Laurence Wichniewski pour 3 questions. Oui, merci Madame la Présidente. Général, je voudrais d'abord redire notre attachement au service traditionnel qui assure à la fois la sécurité de la présidence de la République et la protection du président de la République. Le périmètre, nous leur faisons, j'ajoute, nous leur faisons confiance. Et nous leur maintenons cette confiance. Général, le périmètre des attributions de M. Benalla était strictement défini. Il nous a été précisé lors des dernières auditions auxquelles nous avons procédé et vous le connaissez, ce périmètre. Indépendamment des événements du 1er mai, qui font l'objet d'une enquête judiciaire et sur lesquels nous n'avons pas à poser de questions. Vous est-il apparu que M. Benalla sortait du périmètre de ses attributions? Madame la députée, à ma connaissance et de par ce que j'ai pu moi-même constater, Alexandre Benalla est toujours resté dans le cadre des attributions qui lui avaient été précisées et définies par le chef de cabinet. Monsieur Balanant ? Oui, en général, vous nous avez indiqué que vous aviez vu la vidéo le 2 mai et qu'ensuite, vous n'avez pas retrouvé la vidéo, en tout cas la première vidéo que vous aviez vue. Est-ce que je voudrais avoir quelques détails sur cette question-là? Est-ce que vous n'avez pas cherché à la revoir ou est-ce que vous ne l'avez pas retrouvée sur les différents réseaux sociaux? Je n'ai pas cherché à la revoir et je ne l'ai pas retrouvée sur Internet. Je n'ai pas cherché à la revoir. À la revoir sur le portable d'Alexandre Benalla. Est-ce que le groupe MoDem a une autre question? Non? Bon. Alors, pour le groupe UDI, Monsieur Pierre Morel-Alhuissier. Merci Madame la Présidente. Mon général, j'ai bien noté vos observations préliminaires sur la séparation des pouvoirs, l'organisation de la présidence et l'enquête judiciaire. Vous êtes un militaire de très haut niveau, donc soucieux de rectitude, et vous connaissez Monsieur Benalla. Vous l'avez rencontré à maintes reprises, vous avez même déjeuné, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pouvez nous préciser la personnalité de Monsieur Benalla, votre sentiment sur cette personnalité? Est-ce que vous pouvez nous donner
quelques indications sur son sentiment de protection particulière qu'il pouvait éprouver. Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire qu'il disposait d'une grande latitude au sein de l'Élysée et qu'il pouvait être considéré comme un électeur libre, ce qui semble ressortir de certains témoignages de la part de certains collaborateurs à l'Élysée. Enfin, avez-vous quelques notions sur les relations que pouvait entretenir M. Benalla avec Yann Drouet, qui était maintenant à la cellule terroriste de l'Élysée? Bien, monsieur le député, j'ai parfaitement compris votre question. Je ne suis évidemment pas un expert en sociologie ni en études de caractère. Ce que je peux vous dire, et je me contenterai de rester dans le champ de l'opérationnel et du missionnel. Alexandre Benalla était un excellent spécialiste. Ce qu'il faisait, il le faisait bien et il le faisait vite. Et bien souvent avec une grande faculté d'anticipation. Voilà ce que moi j'ai eu à en connaître. Sur le plan de la personne, et là vous me permettrez d'être très succinct, il avait 26 ans. Il avait sans doute quelques défauts propres à la jeunesse, une forme d'enthousiasme, de fougue, qui pouvait paraître parfois un peu débridé. Mais en tout cas, sur le plan opérationnel et sur le plan missionnel, tout le monde à la présidence de la République appréciait les services rendus par Alexandre Benalla. Et ce serait lui faire une grave injustice que de le nier ici et maintenant. Monsieur Meïrabi pour le groupe UDI. Merci. Avez-vous eu écho de la part de vos gendarmes, de vos officiers, d'altercations, de tensions à un niveau ou un autre entre M. Benalla et eux-mêmes? Est-ce que M. Benalla, à un moment donné, vous a parlé de la réorganisation des services, vous parliez avec lui de la réorganisation des services de sécurité de l'Élysée? Et enfin, est-il courant dans la gendarmerie qu'un lieutenant-colonel, qu'à 26 ans, on puisse être promu lieutenant-colonel? Bien, monsieur le député. Donc, monsieur le député, concernant votre première question sur les relations que nourrissait Alexandre Benalla avec mes gendarmes, mes policiers, j'ai quelques policiers également qui travaillent au sein des commandements militaires. Jamais, à aucun moment, il ne m'est remonté une quelconque friction entre mes gendarmes et mes policiers et Alexandre Benalla, qui était, je dois le dire, unanimement apprécié. Concernant la direction de la sécurité de la protection de la présidence de la République, pardon, la DSPR, la direction de la sécurité de la présidence de la République. Le directeur de cabinet vous l'a précisé hier, ce projet était piloté par Patrick Strodal dans son concept global et par moi-même sur le plan applicatif. Alexandre Benalla n'y participait, d'ailleurs un peu comme dans son rôle dans la ressource spécialisée, au titre consultatif, d'une part parce qu'il était à la chefferie de cabinet et que nous avions besoin de cette vision-là pour construire une direction, et d'autre part parce que dans nombreux domaines de la sécurité, il portait une parole qui était assez pertinente, je dois dire. Est-ce que maintenant, c'est le sens de votre dernière question, est-ce que le grade de lieutenant-colonel était approprié? Comme je vous l'ai dit, il participait à un groupe de travail créé par le directeur général de la gendarmerie, un groupe de travail à haut niveau, et sans doute est-il paru opportun au général Lisuret de lui donner ce grade afin qu'il puisse prendre toute sa place dans son groupe de travail. Et c'est la seule raison pour laquelle il a eu un grade de ce niveau-là. Par ailleurs, je vous le répète,
Ce grade, il ne pouvait le porter sur le terrain de manière opérationnelle. Il n'était lieutenant-colonel que dans le cadre des travaux menés par le groupe de réflexion. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer aux questions du groupe Nouvelle Gauche avec Monsieur David Habib. Oui, le groupe socialiste, Monsieur le Général, souhaite vous interroger sur 3 points. D'abord, vous avez pu constater, Général, sur un certain nombre de photos, sur un certain nombre de vidéos que vous avez pu parcourir par la suite, que Monsieur Benalla disposait d'un poste de radio Acropole. Pensez-vous que ce poste de radio Acropole fasse partie des équipements que vous avez évoqués tout à l'heure, comme ayant été évoqué entre lui et M. Gibelin le 25 avril dernier? Monsieur le député, je n'en ai pas souvenir. Que ce poste de radio ait pu être évoqué, c'est cela, non? Absolument, monsieur le député. Général. Par ailleurs, pensez-vous que le 1er mai, Monsieur Benalla disposant de ce poste de radio, pensez-vous que Monsieur Benalla ait pu communiquer avec quelqu'un de l'Élysée pendant la journée du 1er mai? Le savez-vous? En avez-vous entendu parler? Sous caution que mes connaissances techniques sur les postes Acropole soient vraiment exactes, mais il serait plus utile de poser la question au colonel Laverne tout à l'heure. Je ne pense pas que le poste Acropole que M. Benalla avait lui permettait de communiquer avec l'extérieur. J'aurais noté que je n'ai pas dit avec le poste d'Acropole. J'ai dit, pensez-vous qu'il ait pu communiquer le 1er mai avec l'Élysée? Là, je ne sais pas. En tout cas, pas avec le commandement militaire. Ce qui me permet, Madame la Présidente, de renouveler, avant d'évoquer la 3e question, le désir que nous avons exprimé à plusieurs reprises d'avoir connaissance des échanges qui ont pu avoir lieu, puisque tout est noté, tout est retranscrit, qui ont pu avoir lieu avec ce poste Acropole le 1er mai. Dernier point, Général, est évoqué par la presse une personnalité, un individu, Monsieur Yann Drouet. Le connaissez-vous? Quelles sont les relations que vous avez pu noter entre, d'abord, quel était son rôle dans la sécurisation de l'Élysée, et quelle relation avait-il avec Monsieur Benalla ou Monsieur Graz? Alors oui, bien sûr, je connais M. Yann Drouet, au moins à 2 endroits. Le premier, quand il était chef de cabinet du préfet de police de Paris, et aujourd'hui, secrétaire général de la coordination nationale au renseignement et à la lutte contre le terrorisme. Nous avions, dans ces 2 cadres, des relations assez quotidiennes. Je sais qu'il connaissait Alexandre Benalla, et dans ce registre, je ne peux guère vous en dire plus, car je n'ai pas constaté, dans le champ missionnel ou opérationnel, de relation particulière entre Alexandre Benalla et Yann Drouet. J'ai fini, Madame la Présidente, que nous sollicitons, bien évidemment, l'audition de M. Drouet. Je vous remercie, c'est noté. Nous en discuterons tout à l'heure à 16h au bureau et à 16h30 entre commissaires aux lois. Monsieur Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Merci. Général, j'ai une question concernant Monsieur Kras. Est-ce que, suite au renvoi que vous avez effectué, est-ce que vous avez cherché tout de même à enquêter ou à voir si c'était la première fois qu'il apparaissait dans une opération de maintien de l'ordre ou dans des opérations de maintien de l'ordre, d'autres manifestations, sans que ce soit porté à votre connaissance? C'est ma première question. Bon, très clairement, je n'ai pas enquêté au sens stricto sensu sur les activités d'Alexandre Benalla en dehors de ces périodes, pardon, Monsieur Kras, en dehors de ces périodes de réserve. Ce que j'ai vérifié, par acquis de conscience, c'est qu'il était bien hors
champ d'une convocation opérationnelle le 1er mai. Ça m'a amené à vérifier que la dernière convocation de Vincent Cras était au 25 avril. J'ai vérifié par acquis de conscience que son arme était bien à l'armurerie. Elle y était, évidemment. Et là, se sont arrêtées mes investigations. Et à ma connaissance, et c'est un fait avéré, lorsque M. Vincent Cras était convoqué à la présidence de la République dans le cadre de ses missions de réserve opérationnelle, il ne participait qu'aux missions pour lesquelles je le mandatais. Bien, vous me confirmerez, donc l'arme qu'il a sur lui le 1er mai est celle qui était du coup restée au service a posteriori du 1er mai, après son renvoi. Je ne sais pas s'il portait une arme le 1er mai. Tout ce que je sais, c'était qu'il ne pouvait pas porter une arme du commandement militaire. Et après, on rentre dans l'instruction. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez cherché à joindre Monsieur Benalla sur son téléphone sur la période de sa mise à pied, de la suspension, je ne sais pas comment on doit dire, enfin, de la sanction. Pour quelle raison? Écoutez, nous échangions sur nombre de dossiers, y compris sur la DSPR, nous étions en train de construire l'espace opérationnel. J'ai dû devoir l'appeler pour un de ces sujets-là. Là encore, je n'ai pas la mémoire précise de la raison pour laquelle j'ai appelé Alexandre Benalla. C'était dans un cadre purement professionnel. Dernière question, M. Bernalicis. Oui, dernière question. On a parlé tout à l'heure de police parallèle ou de chaîne de commandement parallèle, etc. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de ça directement, et de toute façon, elle n'aurait pas été organisée, à mon sens, au sein de la présidence de la République, comme ça, à la vue de tout le monde. Bref, puisque je sais votre attachement à vous et un certain nombre d'autres fonctionnaires à la présidence, à l'État, à ce que ça représente et à la République. Néanmoins, est-ce que, selon votre idée, ou l'idée qu'on peut se faire de l'État, le fait qu'il y ait eu des salariés de la République En Marche qui soient en même temps dans la réserve opérationnelle sous votre commandement, est-ce que cela vous pose à question en termes de séparation des pouvoirs, puisque la séparation des pouvoirs s'entend aussi entre la présidence de la République et le gouvernement, rappelant que le président de la République n'est pas le chef des administrations, et que c'est bien le gouvernement qui est le chef des administrations. Du coup, est-ce que pour vous, il y a là un point d'alerte ? C'est une question que j'ai évoquée avec Patrick Stroda dans le cadre de nos réunions quotidiennes ou hebdomadaires. Avant d'accepter de prendre Vincent Cras, notamment, nous avons discuté de l'opportunité de le prendre dans nos rangs en raison du fait qu'il était salarié de la République En Marche. Mais rien, juridiquement, nous empêchait de le faire. On en a discuté. On a bien bordé son champ opérationnel et nous l'avons accepté. Alors, pour le groupe GDR, Madame Bello. Oui, Madame la Présidente, j'ai 3 questions. Générale, est-ce que l'arrivée d'Alexandre Benalla et de son équipe est venue combler un manque dans le dispositif existant et à l'œuvre jusqu'à son arrivée? La fonction de charnière entre le commandement militaire et le GSPR était-elle jusque-là vacante? C'est ma première question. Tout système, toute structure, aussi sophistiquée et perfectionnée soit-elle, est toujours susceptible de pouvoir être améliorée, d'une part. Et c'est le sens de la réflexion sur la direction de la sécurité de la présidence de la République. Non, il n'y avait pas de manque, non, il n'y avait pas de rupture de continuité de sécurité avant l'arrivée d'Alexandre Benalla. Avait-il une fonction charnière? Alors, pas au sens opérationnel du terme,
son positionnement en tant qu'adjoint au chef de cabinet lui permettait de pouvoir ajouter un degré de coordination supplémentaire entre ce qui se passe à l'extérieur de l'Élysée et ce qui se passe à l'intérieur, étant donné que l'extérieur et l'intérieur, bien souvent, sont liés dans un continuum de sécurité. Voilà la plus-value, dirais-je, qu'apportait Alexandre Benalla à notre dispositif global de sécurité. Est-ce que j'ai répondu, Madame la députée, à votre question? J'entends la réponse. Est-ce que l'irruption d'Alexandre Benalla dans le dispositif chargé d'assurer la sécurité de la présidence de la République vous a amené à modifier sensiblement votre protocole d'action et d'intervention générale? Je ne sais pas si on peut parler d'irruption. C'est l'arrivée d'Alexandre Benalla. Non. Non, clairement non. Ma dernière question, Madame la Présidente générale. Le ministre de l'Intérieur a affirmé hier matin avec force que la sécurité ne s'improvise pas et qu'elle est l'affaire de professionnels. J'aimerais savoir, je parle encore d'irruption, si l'irruption d'Alexandre Benalla et de son équipe vous a contraint, en plus de vos missions classiques, à imaginer des mesures visant à anticiper l'action de non-professionnels auprès de vos équipes. Je précise, outre la protection du président, est-ce qu'il ne vous fallait pas en plus surveiller les actions de cette équipe? D'abord, je n'ai pas constaté à mon niveau qu'Alexandre Benalla faisait irruption, je vous concède le terme, avec une équipe. Moi, j'ai vu Alexandre Benalla arriver seul à la chefferie de cabinet. Et en aucun cas, son action a pu impacter, parasiter, on peut employer le terme que l'on veut, la mienne. En aucun cas. Alors, je vais donner la parole à Madame Marie-France Laureau pour les non-inscrits. Oui, merci Madame la Présidente. Général, tout d'abord, je vous remercie d'être devant cette commission d'enquête. Général, je cite l'intitulé de votre poste. Commandant militaire, correspondant de défense et de sécurité. Vous êtes général de gendarmerie, un corps connu comme très hostile aux barbouzes et aux dérives de barbouzes dans d'autres corps. Général, j'ai une question et une précision à vous demander. Avez-vous accepté sans restriction la désignation de M. Benalla au poste qu'il a? Et une précision, il me semble que vous nous avez dit que vous avez participé à un déjeuner le 25 avril avec M. Gibelin et que vous avez discuté en aparté des armes qu'il allait porter lors de la manifestation du 1er mai. Voilà. Benalla et Gibelin. Benalla et Gibelin. Donc vous étiez au courant, si vous étiez au repas, que M. Benalla allait avoir des armes. Madame la députée, tout d'abord, je vous confirme notre profonde détestation des barbouzes. Voilà, le premier point. Sur la désignation sans restriction d'Alexandre Benalla, sa désignation procède d'une prérogative du directeur de cabinet. Je n'ai aucun avis à émettre et j'en ai émis aucun. Lors du dîner du 25 avril, dont je redis qu'il n'avait pas trait à la manifestation du 1er mai, l'ordre du jour était comment améliorer les conditions de travail des policiers qui sont autour du palais de l'Élysée. J'ai assisté à un aparté entre Alain Gibelin et Alexandre Benalla. À aucun moment ils n'ont parlé d'armes, ils ont parlé, d'après mes souvenirs, d'équipement. Oui, madame. Il y en avait
il en avait demandé l'autorisation, il en avait déjà parlé avec le directeur de cabinet, qu'il avait autorisé à participer en tant qu'observateur, car évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais dans la connaissance que j'ai de la volonté d'Alexandre Benalla de participer à la manifestation du 1er mai, c'est bien dans un statut d'observateur. Et je précise que ce que voulait initialement Alexandre Benalla, c'était très précisément d'observer les modes opératoires des Black Blocs. C'était, d'après ce qu'il disait, sa ligne directrice et sa motivation. Pourquoi observer les Black Blocs? Parce que on pouvait effectivement, c'est vrai, avoir affaire à eux au plus près de la présidence de la République. Éventuellement, c'était un cas d'école possiblement envisageable. Alors, mes chers collègues, nous avons notre prochaine audition à 11 h, donc il nous reste encore quelques instants. Je vous propose de refaire un tour de table rapide avec 2 questions par groupe, mais des questions précises, rapides et qui portent vraiment sur des sujets qui n'ont pas été abordés par le général. Donc, pour le groupe La République En Marche, Naïma Mouchou. Merci Madame la Présidente. Ce serait rapide. Général, quel était l'état des relations entre Alexandre Benalla et l'Élysée et entre Alexandre Benalla et le corps policier? Diriez-vous que ces relations à ces 2 niveaux, donc Élysée et police, étaient bonnes ou mauvaises? Madame la députée, quand vous me parlez du niveau de relation entre Alexandre Benalla et l'Élysée, c'est l'Élysée en général ou les policiers de l'Élysée? C'est l'Élysée en général? Pardon. Vous pouvez répondre sur les 2, s'il vous plaît. Que vous en savez, bien sûr. Ou plutôt de ce que j'ai pu constater. Avec l'Élysée, l'adjoint au chef de cabinet, Alexandre Benalla, avait de bonnes relations. Et d'après ce que j'ai pu constater, à l'extérieur de l'Élysée, il avait également de bonnes relations avec le corps de la police nationale. Je n'ai jamais vu en altercation avec qui que ce soit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, mais je ne suis pas très souvent, il est vrai, à l'extérieur. Pour le groupe La République En Marche, toujours Naïma Mouchou. Oui, Général, je voudrais préciser ma question. Les syndicats ont été entendus notamment par nos collègues sénateurs et il en ressort qu'il y avait des relations difficiles. Est-ce que vous confirmez cela, des relations difficiles entre les policiers et M. Alexandre Benalla? Personnellement, je ne l'ai pas constaté. Je vous remercie. Mon général. Oui. Monsieur Vuittet? Oui, s'il vous plaît. Mon général, vous nous avez dit, si j'ai bien retenu, avoir appris la présence, par M. Benalla le 3 mai ou le 2 ou 3 mai la présence de M. Kras sur les lieux de la manifestation. Vous avez ensuite appelé M. Kras pour lui signifier qu'il pouvait du coup plus être dans la réserve de l'Élysée. Comment l'un et l'autre ont-ils justifié? J'imagine bien qu'ils ont dû vous dire bah, on y était pour ça, c'est voilà comment ça s'est passé. Comment ont-ils justifié la présence de M. Kras sur ces lieux-là? Ils ne l'ont pas justifié. M. Kras, quand je l'ai eu au téléphone pour lui signifier qu'il ne reviendrait plus au sein de l'Élysée dans le cadre, n'importe quel cadre d'ailleurs, m'a dit qu'il avait suivi Alexandre Benalla de son propre chef ce jour-là. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Sébastien Huyghe. Merci Madame la Présidente. Général, pour assurer la sécurité du président de la République, y a-t-il, aux côtés des forces de police et de gendarmerie, des personnels privés et à l'occasion d'un séjour à Brégançon du président de la République et de son épouse, si c'est le cas, ces personnels privés auraient-ils été, comme certains syndicats de police l'ont dit, majoritaires par rapport aux services de police et de gendarmerie?
S'il n'y avait pas de personnel privé qui assure la sécurité du président de la République, y aurait-il des gens qui auraient été intégrés aux forces de l'ordre de manière accélérée? Et je profite que j'ai la parole, Madame la Présidente, pour vous demander que vous puissiez, avec le co-rapporteur, demander la copie du dossier qu'a dû remplir M. Benalla pour devenir lieutenant-colonel de réserve. Bien, monsieur le député. Je suis très clair. Je vais l'être même pour le GSPR. Il n'y a aucun membre d'une force privée, quelle qu'elle soit, actuellement en service dans la mission de sécurité de la présidence de la République. Voilà. Est-ce que s'il y en avait, est-ce que ça relève de personnes qui ont été incorporées à l'Élysée de manière accélérée? Je ne vois pas de quoi on parle. En tout cas, s'il s'agit du commandement militaire, absolument pas. Absolument pas. Pas plus d'ailleurs à l'Élysée qu'à Brégançon ou une autre résidence présidentielle. Deuxième intervenant pour les Républicains, M. Jean-Louis Masson. Merci, Madame la Présidente. Mon général, une question précise. Je voudrais savoir si vous connaissez Ludovic Schecker et s'il avait un rôle particulier dans la protection de la présidence. Oui, monsieur le député, je connais évidemment Ludovic Schecker, puisqu'il travaille auprès de l'amiral Rogel au sein de l'état-major particulier de la présidence de la République. Nous échangeons sur certains dossiers. Et à ma connaissance, il n'est jamais sorti de ce rôle. Jamais sorti de ce rôle. Sorti de ce rôle-là, ce rôle auprès de l'amiral Rogel, où il doit être, mais là, sous toute réserve, chargé de mission. Alors, est-ce que le MoDem a des questions complémentaires? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Balanant. Mon général, avant, vous étiez en poste à ce même poste avant l'arrivée de Monsieur Macron, du président Macron. Je voulais donc savoir qui faisait et comment étaient effectuées ces missions de coordination qui étaient réalisées par Monsieur Benalla. C'est-à-dire comment étaient effectuées avant l'arrivée de l'équipe de M. Macron, ces missions qui semblent être des missions effectivement importantes de coordination. Vous savez, aucun cabinet ne se ressemble et ne fonctionne nécessairement de la même façon. Cela étant, du temps de François Hollande, il y avait un chef de cabinet qui avait également des adjoints au chef de cabinet et des chargés de mission. Alors, peu ou prou, leur champ de recouvrement était celui d'Alexandre Benalla, avec, encore une fois, je le dis par honnêteté intellectuelle, certainement moins d'allant et moins d'esprit d'anticipation qu'Alexandre Benalla. Monsieur Balanant. Deuxième question. Donc, mon général, en réalité, hormis la personnalité de Monsieur Benalla, le fonctionnement était exactement le même. Il y avait donc quelqu'un qui occupait cette fonction pendant la présidence de Monsieur Hollande. Oui, la coordination entre les services était dans le portefeuille, si je puis dire, d'un chargé de mission. Dernière question donc. Quel était le profil, sans évidemment le nommer, le profil de ce chargé de mission au sein de l'équipe de M. Hollande? Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par profil? Profil professionnel, parcours professionnel. Effectivement, était-il policier? Était-il... voilà. C'était un civil chargé de mission qui n'était pas... Non, il n'avait pas de grade dans l'administration. Ce n'était pas un sous-préfet ni un préfet. C'était un chargé de mission civil. Voilà.
Pas salarié d'un parti. Pour le groupe UDI, est-ce que M. Meyer Habib... Merci, Madame la Présidente. Mon général, donc, nous arrivons un peu... Mon général, donc, M. Benalla ne s'occupait pas de la sécurité du président de la République, vous confirmez? Oui, je confirme que M. Benalla n'était pas en charge de la sécurité du président de la République. Cette mission-là relève du commandement militaire et du GSPR. Est-ce que vous trouvez normal qu'il a observé les Black Blocs le jour du 1er mai à la manifestation du 1er mai? Et il ne m'appartenait pas de poser un jugement sur cette volonté d'aller observer les Black Blocs. Est-ce qu'en observant les Black Blocs, on fait de la sécurité pour le président de la République ou auprès du président de la République? Il me semble que non. Parce que je crois que, et je terminerai, que le souci majeur dans cette affaire, c'est que M. Benalla faisait partie du service de sécurité au privé du président auparavant, ce qui est légitime et normal. Et que, après toutes ces auditions, on a l'impression que malgré tout, il voulait conserver ses prérogatives de priorité, et c'est là peut-être d'où vient le problème, mais c'est plutôt un sentiment qu'une question. Oui, monsieur le député, je comprends mieux. Évidemment, monsieur Benalla avait un tropisme pour la sécurité. Il en venait. Voilà, c'était un sujet qui l'intéressait. Mais en tout état de cause, il n'est jamais intervenu, et de toute façon, il ne pouvait pas intervenir dans les processus de sécurité, ni du commandement militaire, ni du GSPR. Alors, pour le groupe Nouvelle Gauche, qui souhaite intervenir, Madame Untermaier et Madame Caramoli. Très rapidement, Madame la Présidente. Sur le port d'armes, je précise quand même que nous partageons sans doute, mon général, et j'en suis sûr, l'importance que revêt une autorisation de port d'armes et non pas de détention d'armes. Et nous avons appris hier l'absence de base légale de l'autorisation de port d'armes de M. Benalla. Nous avons également constaté le 1er mai que M. Vincent Crase avait à la ceinture une arme. Nous supposons bien évidemment que celle-ci ne résulte pas de la mission qui lui a été confiée en tant que réserviste, puisque vous nous avez précisé qu'elle avait été, elle était conservée à l'Élysée. Je ne doute pas que vous connaissiez la liste des personnes travaillant sous vos ordres qui disposent par ailleurs d'un port d'armes. Et ma question est la suivante. Est-ce que M. Vincent Crase avait un port d'armes distinct de celui que vous lui autorisiez pour les manifestations auxquelles il participait? Madame la députée, je comprends bien votre question, mais nous entrons là, on entre de plein pied dans le champ de l'enquête judiciaire. Alors, connaissance d'un port d'armes pour M. Crase? Non, Madame la députée. Je n'en avais pas connaissance. Madame Caramoli? Alors, juste en prolongement de ce qui vient d'être dit sur la question du port d'armes, vous avez évoqué que vous connaissez des personnes précédemment en présidence de la République qui avaient cette fonction. Est-ce qu'ils portaient aussi une arme? C'était juste pour une reprécision de ce que vous avez évoqué, Général, avant de poser ma question. Oui, Madame la députée, je comprends bien. Je n'ai pas dit, ou peut-être me suis-je mal exprimé, qu'il existait un homologue de M. Alexandre Benalla dans le cabinet précédent. J'ai dit que les missions occupées par M. Alexandre Benalla actuellement et celles qui étaient occupées par l'ensemble des collaborateurs du chef de cabinet peuvent se recouvrer. Il y a toujours eu une mission de coordination au sein de la chefferie de cabinet qui s'occupe de l'événementiel. Pour préciser maintenant votre question, non, à ma connaissance, la chefferie de cabinet sous François Hollande n'était pas armée. Je n'ai jamais vu d'armes à la ceinture d'un adjoint au chef de cabinet, à l'époque de François Hollande. Il n'y avait pas non plus d'intervention
du type qu'on a connu le 1er mai. Donc ma question générale serait justement de savoir, donc vous avez parlé à plusieurs reprises de M. Benalla comme un expert, comme un expert. On ne voit pas quelles sont les expériences passées et présentes qui faisaient de lui un expert de haut niveau pour mieux comprendre finalement son rôle. Et on ne sait pas s'ils sont envisageables contre les réservistes et les experts qui ne respectent pas le code de déontologie, s'il y a des sanctions disciplinaires. Ça nous amène un peu à se poser la question si, en quelque sorte, la valeur attend le nombre des années. Oui, Alexandre Benalla avait une grande connaissance des problématiques de sécurité. L'avait-il acquise par son expérience personnelle? L'avait-il acquise dans ses études? Sans doute que oui, ça devait être un mélange des deux. Est-ce que le code de déontologie, et au regard de son grade dans la réserve, le soumettra à des sanctions? Mais là, comme pour M. Benalla, comme pour M. Vincent Crase, la question se posera de la radiation d'Alexandre Benalla de la réserve opérationnelle de premier niveau dans la ressource spécialisée. Alors, pour la France insoumise, non, on avait dit deux, on avait dit, mais non, mais j'ai annoncé, mais vous ne m'avez pas écouté, Monsieur Habib. J'ai indiqué que je faisais un deuxième tour rapide avec 2 questions par groupe. Je l'ai indiqué très clairement et je l'ai fait respecter. Donc, alors, la parole est à monsieur, pour la France insoumise, Monsieur Bernalicis ou... Général, pourriez-vous nous donner l'identité de la personne, ex-salarié ou actuel salarié de La République En Marche, qui est parmi les 14 réservistes de votre réserve opérationnelle? Non, monsieur le député, je ne peux pas. Et j'ai tout de suite, du coup, une deuxième question. Pouvez-vous nous retranscrire de manière la plus exhaustive possible l'échange entre M. Gibelin et M. Benalla concernant le 1er mai? Je vous ai dit de la manière la plus exhaustive possible tout ce dont je me rappelais personnellement de cet échange. Je ne saurais en rajouter plus. Je vous remercie pour 2 questions. Le groupe GDR, Madame Bello, Monsieur Peu. Oui, Madame la Présidente Générale, est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'une fonction équivalente à celle d'Alexandre Benalla à l'Élysée avant mai 2017? Ah, il a répondu. Oui. D'une fonction équivalente, c'est si quelqu'un tenait la même fonction avec le même périmètre missionnel, non. C'était un recouvrement de périmètre distribué entre plusieurs adjoints et chargés de mission de la chefferie de cabinet. Vous savez, les cabinets qui se succèdent ne fonctionnent jamais à l'identique. Général, j'ai bien noté qu'il n'y avait pas d'équipe Benalla. J'aimerais toutefois savoir combien de personnes ont été recrutées depuis mai 2017 pour assurer la sécurité de l'Élysée. Question vaste. Parce que, d'abord, il y a toujours un turnover dans les équipes, aussi bien au sein du commandement militaire que du GSPR. Il y a une régénération, un renouvellement des équipes qui procède d'un cycle naturel de constitution et de reconstitution et de consolidation des équipes de sécurité. Vous dire exactement combien nous, au commandement militaire, on en a recruté dans l'année 2017, donc combien de gendarmes
ont été mutés et combien de gendarmes sont arrivés, je dirais entre 15 et 20. Je pense que le turnover du GSPR doit être moindre, puisqu'il y a quand même moins de personnes au GSPR qu'au sein du commandement militaire. Je précise que je ne recrute que des gendarmes ou des policiers. Alors, mon co-rapporteur a encore une ou deux questions à vous poser. J'en aurai une également. Et puis, nous clôturons. Vous avez déjà eu une question pour les non-inscrits aujourd'hui en la personne de Madame Laureau, qui est membre de la commission des lois. Et elle m'avait indiqué qu'elle ne souhaitait poser qu'une question par audition. Je pense que c'est le respect des règles de notre Assemblée. Bien, Madame la Présidente, je suis prêt à céder mon temps de parole aux non-inscrits. Ce n'est pas vous, Monsieur Larrivé, qui décidez de l'organisation de nos débats. C'est en ma qualité de présidente. Et j'avais indiqué à Madame Laureau, Alors, je souhaiterais finir. J'avais indiqué à Madame Laureau que j'acceptais sa requête puisqu'elle m'avait contacté hier, me demandant la parole au titre des non-inscrits pour une question par audition. Donc, nous sommes juste dans le strict respect de ce que nous avions convenu. Monsieur Guillaume Larrivé, je vous remercie de poser votre question. Mon général, pourriez-vous préciser le périmètre de ce groupe de travail de réorganisation des services de sécurité de la présidence de la République et en particulier, pouvez-vous préciser si M. Benalla y participait et si, comme un grand journal du soir l'indique hier, l'ancien secrétaire général du parti En Marche, M. Ludovic Schecker, participait à ce groupe de travail sur la réorganisation des services de sécurité. Bon, c'est une question, monsieur le co-rapporteur, qui se situe quand même à la frontière de ce qui peut être dit ou n'est pas dit. Le périmètre de la réflexion sur l'amélioration de la sécurité de la présidence de la République, je ne peux pas le décrire ici. Ce que je peux vous dire, c'est que notre réflexion s'est portée sur tous les segments de la mission sécurité, afin de voir individuellement tout ce que nous pouvions faire pour les améliorer, ou pas d'ailleurs s'il n'y avait rien à faire. Monsieur Alexandre Benalla y participait à quelques groupes de travail, comme il participait d'ailleurs au groupe de travail de la DGGN. Et M. Ludovic Schecker, au titre de son travail au sein de l'état-major particulier de la présidence de la République, donc bien au fait des questions de défense, a pu être convié à une réunion d'un groupe de travail qui traitait de ces questions. Oui. Je vous remercie. Dans la continuité de ce que vient de vous demander Guillaume Larrivé, est-ce que vous savez si certains des interlocuteurs que nous avons eus, des personnes que nous avons auditionnées pendant nos travaux d'enquête, ont participé à ces travaux de réorganisation ou sont pressentis pour en faire partie? Je pense peut-être à M. Gibelin ou à M.